Bienvenue sur Africa 24 et merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui s'intéresse à l'actualité préélectorale au Sénégal. L'actualité est marquée par la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. Ce sera le 24 février. Et également, nous jeterons dans cette émission un regard sur le bilan du président Macky Sall à la tête de l'État du Sénégal. Et pour le faire, nous recevons dans cette émission le ministre porte-parole du gouvernement, M. Seydou Gueye, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Évidemment, le président Macky Sall est en train de boucler son septennat à la tête de l'État du Sénégal. J'allais vous demander, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mandat? Écoutez, on peut retenir de façon substantielle un bilan très élogieux, puisque cette année, à la tête du Sénégal, ont été marquées par la prise en charge d'un certain nombre de problèmes qui étaient des problèmes lancinants et qui entravaient notre développement et qui étaient là de véritables menaces pour notre pays. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez, quand le président Macky Sall est arrivé à la tête du pays en 2012, il a immédiatement pris en charge les préoccupations des Sénégalais en posant un acte fort moins de 20 jours après son élection. Un acte fort qui se traduit par la baisse des prix des denrées de grande consommation. Et de cette date à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de hausse sur les prix des denrées de première nécessité, en l'occurrence le riz, l'huile, le sucre et le gaz. Et cette trajectoire qui a été imprimée dès son accession à la souveraineté, à la tête du pays, a été consolidée avec des effets très inédits. Une baisse sur les prix de l'électricité, après avoir réglé le problème de la fourniture correcte. Au-delà de cette mesure urgente, il a développé une politique d'habitat social qui est aujourd'hui visible à travers ce projet emblématique qui est en train de sortir de terre, qui est la ville de Diamniadio, avec une offre à la portée des bourses des Sénégalais. 2 ans après, il a mis en place le plan Sénégal émergent pour engager maintenant les bases du véritable développement, et cela a été consigné dans 3 orientations majeures. Première orientation, la transformation structurelle de notre économie. Deuxième orientation et deuxième axe du plan Sénégal émergent, c'est la croissance qu'il faut construire autour de 6% en moyenne sur les 4 années de mise en œuvre du premier plan d'action du plan Sénégal émergent. Et le troisième axe, c'est la gouvernance, c'est la paix, c'est la consolidation de la démocratie. Vos opposants ne voient pas les choses de cette manière, hein. Ils voient beaucoup de choses. Par exemple, vous avez parlé de la ville de Diamniadio, où ils estiment que c'est que du béton, que la ville n'a pas été pensée selon les réalités sénégalaises. Ben justement, ils ont tout faux. Puisque la ville de Diamniadio est l'exemple le plus emblématique de la ville durable. Une ville intelligente, bien pensée, avec des zones qui sont dédiées aux activités industrielles, avec un parc de technologie, un parc industriel, des sphères ministérielles, des zones d'habitation, des zones de loisirs, avec en perspective un aménagement paysager qui va faire de Diamniadio l'une des villes africaines les plus modernes. Et je voudrais rappeler que Diamniadio est pratiquement la première ville sénégalaise construite depuis la colonisation par des Sénégalais. Depuis notre indépendance, c'est le premier projet de ville nouvelle qui a été construit. Oui, mais au-delà de cela, il y a quand même un certain nombre de faits qui ont quand même nui un peu à l'image du président Macky Sall de par ses actions, et notamment sur le plan de la justice, de l'accès équitable à la justice et la traque des biens mal acquis, par exemple, de la manière dont cela a été fait, par exemple, sur ce point précis. Vos opposants estiment que, ok, tout le monde a applaudi au moment où vous avez voulu mener une lutte contre les biens mal acquis, mais apparemment, de la liste des 40 personnes identifiées au départ, on a jugé que Karim Wade, parce que les autres auraient rejoint la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est un procès en sorcellerie qu'on nous fait, puisque vous savez, tous les jours, la justice est rendue dans notre pays par des magistrats qui ont été formés, qui sont des professionnels du droit, des magistrats qui respectent un code éthique et un code de déontologie, qui jugent en leur intime conviction. Et dans notre système, il y a
le juge, le procureur et les juges d'instruction. Ce n'est pas parce qu'un Sénégalais, quelle que soit sa qualité par ailleurs, crie au scandale qu'il a raison. Oui, mais et ce n'est pas parce qu'il y a 2 cas qui sont des cas très clairs. Le premier cas concerne M. Karim Wade, qui a été convaincu et définitivement condamné par la justice. Après l'exercice de toutes les voies de recours, il y a une vérité judiciaire dans cette affaire. Il est coupable aux yeux de la justice sénégalaise d'enrichissement illicite. Ok, ça c'est pour ce Deuxième qui cas. Karim Wade. Oui, Deuxième cas. Le cas Khalifa Sall, oui. qui dans le cadre d'une inspection de l'inspection générale d'État, qui est un programme de travail, a été convaincu de détournement de faux en écriture publique et à ce titre, condamné avec d'autres personnes qui travaillaient à la ville de Dakar, nous avons fini la première étape. La première phase de la procédure a été dépassée, il a été condamné. En appel, il a été condamné. En cassation au niveau de la Cour suprême, il a été débouté. Donc la réalité judiciaire dans cette affaire, c'est que aussi bien l'un que l'autre ont été condamnés de malveillance, de mauvaise gestion, de détournement, de faux, et ils ont été à ce titre condamnés et maintenus dans les liens de la détention. Mais il y a l'autre chose qui étonne beaucoup de personnes quand je mets les deux cas dont on a parlé, c'est qu'on constate que quand ces personnes-là se portent vers des juridictions à l'échelle africaine ou à l'échelle internationale, elles ont gain de cause, mais au Sénégal, non. Ils sont toujours condamnés. Regardez, vous prenez le cas de M. Karim Wade. Il a été condamné sur la base d'un délit qui s'appelle le délit d'enrichissement illicite. Nous avons intenté des actions auprès du tribunal de Monaco, qui n'a pas donné suite à la requête du Sénégal, mais tout simplement, on était en train de chercher l'exéquatur pour faire exécuter cette décision. Le tribunal de Monaco, qui ne connaît pas ce type de délit, ne peut pas donner suite au dossier du Sénégal. Oui, mais c'est aussi simple. Mais c'est vous qui avez saisi. Et plus amplement, Monaco. Vous êtes un observateur et un journaliste chevronné. Merci. Vous avez bien remarqué que chaque fois que des pays africains s'engagent dans une procédure de recouvrement de biens mal acquis et qui se situent à l'étranger, les pays étrangers ne sont pas forcément très coopératifs. Oui, mais pourtant, il y a des cas où la justice, où le pays a accédé à la requête du pays. Hein. Nous revenons sur un espace qui est beaucoup plus... Parlons de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça peut se passer, ça peut arriver. Voilà, parce qu'il y a le cas nous prenons maintenant, d'autres pays nous prenons le cas de la CEDEAO, oui, qui a été saisie, qui a rendu une décision. Et l'opposition a chanté tous les jours une fausse vérité en disant que la CEDEAO a demandé la relaxe de M. Khalifa Sall. Ce n'est pas le cas. La Cour de justice de la CEDEAO qui a été saisie, elle a clairement dit que sur une période, le droit à l'immunité parlementaire du député n'a pas été respecté. Et à ce titre, l'État du Sénégal est condamné à verser la somme de 30 millions, l'équivalent du préjudice qu'ils ont estimé. Mais en aucun moment, elle a demandé la fin des poursuites ou la remise en liberté. Est-ce que vous avez déjà versé les 30 millions là à Karim Wade? Oh, je ne peux pas vous... Ça, c'est à M. Khalifa Sall. C'est à M. Khalifa Sall qu'on les doit. Et, oui. Et ce n'est pas à lui tout seul. Oui. C'est lui plus 5 ou 4 oui, ou 5 mais de toute autres. façon, oui, mais même si Mais c'est bon, avec ça, 10 l'État du autres Sénégal personnes, on aurait dû le faire. a des procédures par l'agence Oui. judiciaire d'État pour le faire. Oui. Mais l'autre reproche qu'on vous fait quand je laisse le côté judiciaire, c'est qu'on parle de bradage de l'économie nationale ou multinationale, et ça, vous devez l'avoir entendu plusieurs fois. Oui, bien sûr, on l'entend, mais chaque fois que nous procédons à l'inauguration, par exemple, d'une sphère ministérielle à Diamniadio, il a été établi que l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage est une entreprise bien sénégalaise. Ça, j'ai des doutes. Non, mais il y a moins d'une semaine, la deuxième sphère ministérielle a été inaugurée par le président de la République. Elle a été réalisée par un groupe, je ne fais pas de la publicité, mais c'est le groupe Telium, de M. Yerim Sow. Donc le 20 janvier, le pont gambien, le pont Sénégambie, a été inauguré. Il a été réalisé par une entreprise qui s'appelle, une entreprise Areski qui est là au Sénégal. Il y a eu
dès le début du chantier de Diamniadio, une levée de bouclier contre des entreprises internationales. On nous a reproché. Mais au final, les programmes d'habitat qui sont faits à Diamniadio, ils sont faits par qui? Ils sont faits par Getran, qui est une entreprise sénégalaise. Ils sont faits par Telium, qui est une entreprise sénégalaise. Ils sont faits par un consortium sénégalo-indien. Donc vous voulez dire que tout ce reproche que l'on fait, il n'y a pas une préférence pour les multinationales? Non. Monsieur le ministre, vous n'avez pas dit ça. Alors, chaque fois, il y a une forte préférence d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a un projet d'investissement au Sénégal, le gouvernement du Sénégal prend sa décision sur la base de 3 critères. Lesquels? Le premier critère, il faut que ce projet soit créateur de valeur ajoutée à partager. C'est-à-dire qu'il permette de développer des rationalités de sous-traitance et de co-traitance en vue d'impliquer des entreprises sénégalaises. Mais pourquoi c'est les Sénégalais qui vont sous-traiter? Pourquoi les multinationales ne peuvent pas sous-traiter? Notre secteur privé n'est pas encore en capacité suffisante pour être totalement autonome. Ça, c'est une réalité objective. Et toute la perspective, justement, de la politique d'industrialisation, mais elle porte sur cette volonté et cet engagement du président de la République à renforcer, consolider le secteur privé national pour qu'il puisse conquérir des parts de marché et devenir un peu plus fort. Monsieur le ministre, ça, c'est une réalité objective. Mais ça, c'est une réalité. Mais une chose fondamentale qu'on vous reproche aussi, c'est que vous donnez des marchés aux multinationales, même au mépris des règles qui régissent l'attribution des marchés. Je vais vous laisser répondre à cela, mais avant, on va marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez pas, parce que le ministre va vous donner les grandes réponses tout à l'heure. Restez avec nous. Merci.